Alors, nous allons parler des troubles de la marche. Première diapositive, il y avait un travail de groupe. Nous ne sommes pas en cours, nous ne pourrons pas faire ce travail. Évidemment, là, on va, à travers ce petit cours, repérer quels sont les troubles, les causes des troubles de la marche. Pour quelles raisons, justement, certaines personnes ont des troubles de la marche. Et on regardera aussi dans un deuxième temps les conséquences qui peuvent être parfois très graves de ces troubles de la marche. Alors, de façon générale, voilà, on vous explique que les troubles de la marche, évidemment, on va essentiellement les rencontrer chez les personnes âgées. Parce que le vieillissement de l'appareil locomoteur, quand on dit vieillissement de l'appareil locomoteur, on va le voir, c'est à la fois la musculature, les articulations, les tendons. Tout ça va contribuer à entraîner des troubles au niveau de la marche. Et puis il va y avoir, en dehors de l'appareil locomoteur, on verra, donc ça entraîne des rigidités, évidemment. Comme on dit, là, il y a une diminution des mouvements de rotation du tronc, une diminution du balancement des bras, parce que vous pouvez vous observer vous-même quand vous marchez. Vous avez un balancement de vos bras qui vous permet justement d'avoir une marche équilibrée. La personne âgée, elle est beaucoup plus limitée. Elle est beaucoup plus ankylosée, elle a des raideurs articulaires, comme on va le voir ultérieurement. Donc c'est une marche qui est beaucoup moins souple. Et puis on verra aussi sur le plan neurologique, il y a un temps de réponse, un temps de réflexe qui est allongé. Et les personnes, vous êtes jeune, vous êtes en pleine forme, vous butez sur la marche d'un trottoir, vous allez pouvoir vous rattraper parce que vous avez une réponse plus rapide, parce que vous avez une musculature plus développée, des articulations beaucoup plus souples, et donc vous allez pouvoir vous rattraper. Ça ne se terminera pas par une chute violente et une fracture du col du fémur. Alors, la diapositive suivante, qui parle toujours des généralités. Ces troubles donc vont entraîner une marche plus difficile, une plus grande difficulté à se rattraper quand la personne trébuche. Et évidemment, les conséquences sont très graves quand la personne chute. Un enfant de 4 ans, quand il tombe dans le jardin, il se fait pas mal. Comme on le dit, un enfant, c'est du caoutchouc, ça résiste. Une personne âgée, non seulement elle est plus à risque de chuter parce que, comme on vient de l'expliquer, elle est plus raide, moins souple, moins tonique dans sa musculature, donc elle est déjà plus à risque de tomber. Et vous imaginez une fois qu'elle tombe. On a des personnes, la personne âgée a une trame osseuse beaucoup plus fragile, notamment les femmes, suite à l'ostéoporose due après la ménopause. Donc ce sont des personnes qui sont beaucoup plus fragiles. Quand elles vont tomber, elles vont plus facilement se casser un os, et avec toutes les conséquences derrière, puisqu'elles vont être immobilisées. Donc une chute, ça peut avoir des conséquences gravissimes. Ça peut aller même jusqu'à une détérioration, jusqu'au décès de la personne. Troisième diapositive sur les généralités. Voilà, on vous explique que les chutes malheureusement sont très fréquentes. On recense à peu près 2 millions de chutes chez les plus de 65 ans. Ça, ce sont des chiffres qui concernent la France. Je ne saurais pas vous dire quel chiffre de quelle année, sachant qu'on a une génération du baby-boom là, qui commence à vieillir. Donc vous imaginez que c'est certainement un chiffre qui est en constante augmentation. Et on vous dit que 80%, ça concerne dans 80% des cas des personnes qui ont plus de 85 ans. Et 50% des patients institutionnalisés chutent au moins une fois dans l'année. Évidemment, les personnes en institution, ce sont les personnes qui sont en EHPAD. Si elles sont en EHPAD, c'est parce que justement, elles ont perdu une
grande partie de leur autonomie. Donc ce sont celles-là qui sont les plus à risque de faire des chutes. Alors, nous passons à la diapositive, les principaux troubles de la marche. Donc là, vous avez un tableau et on vous évoque notamment des pathologies qui vont expliquer pourquoi on va avoir une marche difficile, laborieuse. Et on peut repérer, en effet, en fonction du problème de santé, on va pouvoir identifier des caractéristiques particulières. Alors, si on regarde dans la deuxième colonne, tout en bas, on vous dit par exemple pour ce qui concerne la maladie de Parkinson, on le verra, on en parlera du Parkinson, ça fait partie des démences, le Parkinson. Évidemment, toutes les autres démences, notamment Alzheimer et autres. Alors, c'est assez caractéristique, les personnes âgées, si vous les avez déjà rencontrées, ou telles que vous pourrez les rencontrer, les personnes âgées atteintes de démence, vous allez vraiment reconnaître cette marche un petit peu typique, une marche à petits pas, des petits pas lents, et comme si la personne, elle traîne ses savates, elle traîne ses chaussons, des petits pas comme ça, puis ça traîne, ça traîne. Si vous avez des grands-parents en bonne santé, ils ne marchent pas comme ça. Mais les personnes âgées démentes ou parkinsoniennes vont avoir vraiment ce type de marche très caractéristique. Ensuite, on passe à tout ce qui est hémiplégie, paralysie. Là, en effet, on va avoir un membre inférieur. Et même quand il y a une hémiplégie, on a la jambe et le bras qui sont paralysés. Donc quand vous avez la moitié du corps qui est paralysé, vous avez une marche spastique. Spastique, c'est-à-dire qu'elle est très raide, puisque le bras ou la jambe, notamment la jambe, ne répond plus ou difficilement à ce qu'on lui demande de faire. On va retrouver des membres inférieurs en extension, comme vous pouvez voir sur l'image. Là, on voit bien le pied droit de la personne qui est relevé, avec un pied en varus équin. Varus équin, pourquoi équin ? Vous savez que les chevaux marchent, ce sont des onguligrades, ils marchent sur leurs ongles. Donc on parle de varus équin. Varus, vous voyez, on a le pied qui revient vers l'intérieur et la personne marche sur ses orteils. Voilà, c'est ça la marche en équin. Donc vous imaginez, on voit très bien sur la photo, vous imaginez la difficulté que peut avoir une personne qui a une jambe dans cet état-là. Et dernière colonne, évidemment, il y a d'autres pathologies qui vont rendre la marche douloureuse. Vous remarquerez chez la personne âgée, le matin au réveil, elle est souvent verrouillée, on parle de verrouillage. Les personnes qui ont de l'arthrose, et puis même dans la vieillesse, il y a une ankylose qui va avoir lieu durant la nuit. Et c'est toujours au moment du réveil un petit peu difficile, il faut déverrouiller tout ça. Et c'est assez souvent douloureux. Alors je parle du matin, mais ça peut être aussi à n'importe quel moment dans la journée, quand il y a une fracture, quand il y a des problèmes d'arthrose. Et l'artérite des membres inférieurs, ça c'est un cours que l'on verra ultérieurement, c'est-à-dire que ce sont les artères qui se bouchent, à ne pas confondre avec la thrombose veineuse. La thrombose veineuse, c'est une veine qui est bouchée par un caillot, avec un caillot qui risque de migrer et de provoquer une embolie pulmonaire. J'en profite pour vous faire un petit rappel sur les cours antérieurs. L'artérite des membres inférieurs, on le verra, ce sont les artères qui se bouchent, c'est-à-dire que le sang n'arrive plus jusqu'aux pieds ou jusqu'aux orteils. C'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Je ne sais pas si vous avez vu dans votre pratique ou autour de vous des gens qui souffraient d'artérite, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Donc quand on est face à des pathologies comme ça qui sont douloureuses, je pense que ça vous est tous arrivé un jour d'avoir une douleur quelque part. Quand on a mal à un bras, une jambe, au dos, qu'est-ce qu'on fait ? On a tendance à se mobiliser le moins possible, à prendre des positions antalgiques, et on a une moins grande amplitude de ces mouvements. Donc vous imaginez les répercussions derrière quand on doit marcher. Alors maintenant nous passons à la diapositive suivante, nous allons parler des causes. Et on va voir, alors on va d'abord aborder les causes qui concernent l'appareil locomoteur. Alors, les pathologies osseuses, évidemment, qui dit appareil locomoteur, évidemment, le squelette est très important. On a dit tout à l'heure qu'on marche avec ses jambes, certes, mais on va pouvoir garder une certaine statique, un certain équilibre
grâce au tronc et au balancement des bras. Donc quand on marche, c'est quand même l'ensemble du corps qui est sollicité. Alors, dans les pathologies osseuses, je l'ai dit tout à l'heure, on a les problèmes d'ostéoporose avec une fragilisation de la trame osseuse. L'ostéoporose, c'est que vous avez un os qui est moins dense, un os plus fragile. Et parfois, ça peut même entraîner des déformations osseuses. Et puis, les problèmes d'arthrose, là, ça touche les articulations. Les articulations sont enflammées et vont devenir douloureuses, et notamment douloureuses parfois simplement au repos, et parfois douloureuses à la mobilisation. Après, vous avez des pathologies inflammatoires, les crises de gouttes. C'est une quantité trop importante d'acide urique. Ça, c'est la maladie des gens qui mangent trop de viande. C'est extrêmement douloureux, ça se situe en général au niveau des orteils. C'est très douloureux, c'est inflammatoire, c'est rouge, c'est gonflé, c'est douloureux. Les gens ont des difficultés à marcher quand ils font des crises de gouttes. Et puis vous avez aussi des maladies rhumatoïdes comme la polyarthrite rhumatoïde, les rhumatismes aussi, qui vont être douloureux. Les articulations sont inflammatoires, douloureuses, et ça entraîne même des déformations. Et puis les attitudes vicieuses. Vous avez parfois en effet des positions, comme on a vu tout à l'heure, le varus équin. Vous allez avoir des attitudes vicieuses. Là, on voit sur la photo la petite grand-mère là à droite, on voit bien qu'elle a une jambe qui est complètement déformée. Donc tout ça n'aide pas, évidemment, à pouvoir avoir une marche satisfaisante. Toujours dans les causes, autres que l'appareil locomoteur, on va avoir tout ce qui est atteinte neurologique. On le verra quand on fera le système nerveux. C'est notre cerveau qui commande à nos muscles des bras et des jambes de bouger. Donc vous imaginez quand on a une atteinte au niveau central, au niveau du cerveau, et notamment là on vous donne un exemple, la maladie de Parkinson, eh bien il y a une difficulté, le cerveau n'arrive plus à envoyer des ordres suffisants, et la personne va avoir des difficultés à la marche. On peut avoir des paralysies, notamment des séquelles d'AVC, quand on a fait un accident vasculaire cérébral. On peut se retrouver avec des problèmes d'hémiplégie, donc vous imaginez les répercussions derrière. Mais la cause, au départ, la cause n'est pas musculaire, n'est pas osseuse, c'est pas l'appareil locomoteur qui est en cause, c'est vraiment une atteinte neurologique. On pourrait aussi avoir un problème au niveau des nerfs périphériques, on reverra quand on parlera du système nerveux. Si on a une atteinte au niveau des nerfs qui commandent l'action, évidemment, ça va venir se répercuter sur la marche. Donc voilà, toutes les maladies, beaucoup de maladies neurologiques vont avoir une incidence sur la qualité de la marche. Après, on a aussi des atteintes psychiques. On verra quand on étudiera la maladie d'Alzheimer, les troubles cognitifs, la désorientation, les troubles de la déambulation, tout ça va provoquer des troubles de la marche. Et chez les personnes très très dépressives, ça peut entraîner de l'apathie, des gens qui ne marchent plus, qui ne veulent plus rien faire. Moins on marche, moins on arrive à marcher. Surtout chez la personne âgée, ça devient très compliqué. Et puis ce qui va se passer aussi, c'est la peur de tomber. Une personne qui est déjà tombée, psychologiquement, elle a peur de retomber et elle va arrêter de marcher. Et alors là, ça ne fait qu'aggraver le problème. On avait déjà abordé l'hypotension orthostatique. Vous vous souvenez, je vous avais demandé de travailler dessus. L'hypotension orthostatique, comme son nom l'indique, c'est une chute de la tension lorsqu'on se met en position debout. Et quand on est âgé, on est parfois assez sujet à ce genre de difficultés, de problèmes. Le cœur doit compenser quand on change de position. Et bien, quand on est vieux, quand on a un cœur âgé, on a plus de mal à compenser ce changement de position. Il peut y avoir pendant plusieurs secondes une baisse importante de la tension qui peut entraîner des vertiges, comme vous avez bien su me le dire dans les travaux antérieurs. Et le risque, évidemment, c'est la chute. Alors, ce qui va aussi être important, c'est les organes des sens qui vont être touchés chez la personne. La vue et l'ouïe. La personne voit moins bien, donc elle ne va pas voir éventuellement un objet, la marche d'un trottoir.
Donc ça va être une cause de chute, hein, la personne va buter. Et au niveau de l'audition, c'est important aussi, c'est que parfois elle n'entend pas bien et elle n'entend pas venir les dangers. Et puis, toujours dans l'oreille, c'est surtout l'atteinte de l'oreille interne. Si vous avez fait votre cours sur les organes des sens, notre oreille, elle nous permet d'une part d'entendre, et d'autre part, on a tout un système dans l'oreille interne qui nous permet de garder notre équilibre. Eh bien, quand on vieillit, ce système-là vieillit aussi. Donc, les personnes âgées ont des difficultés à maintenir leur équilibre. Et tout ça, ça peut entraîner des chutes. Ou du moins, avant de chuter, ça va entraîner des difficultés à la marche. On voit que la personne, elle a des troubles de l'équilibre. Et ça, vous pouvez vraiment le repérer quand vous regardez la personne se déplacer. Alors, on va aborder maintenant les facteurs favorisants. On a vu qu'il y avait toutes ces causes qui étaient propres à la personne, que ce soit des causes neurologiques, de l'appareil locomoteur, ou une atteinte au niveau de ses sens. Il y a d'autres facteurs qui vont venir se greffer, des facteurs environnementaux, notamment l'espace inadapté, encombré. Alors, en EHPAD, évidemment, ce sont des lieux qui sont adaptés à la personne âgée. Là, je parle, et pour ceux qui ont peut-être déjà fait des soins à domicile, je parle du domicile de la personne. Et si vous avez des parents âgés ou des grands-parents qui ont un espace très encombré chez eux, c'est vraiment une source importante de chute chez la personne âgée. On y reviendra, les tapis, les rallonges, les endroits mal éclairés, voilà, tout ça c'est source de chute. Alors, ça peut être aussi quand la personne arrive en institution, une méconnaissance des lieux, puisqu'elle est nouvelle, donc elle n'a pas encore tous ses repères. Donc ça peut être. Donc il faut être très très vigilant quand c'est un nouvel arrivant en EHPAD, très très vigilant parce qu'il va falloir que la personne trouve ses repères. Quand on est âgé, on s'adapte un peu moins vite que quand on est jeune. Après, ça peut être du mobilier ou des sanitaires mal adaptés, fauteuil, lit trop bas, l'éclairage insuffisant, les WC qui peuvent être trop bas. C'est compliqué pour la personne âgée. Toujours dans les facteurs favorisants, toujours concernant l'environnement. Évidemment, s'il y a de l'eau sur le sol, ça va rendre le sol glissant. De l'eau ou des urines, si c'est une personne incontinente, tout ça, ça peut être facteur de risque que la personne tombe. Alors après aussi, une chose très importante, on a tendance à oublier, les vêtements. Les vêtements et les chaussures. Des vêtements trop amples, ce sont quand la personne a perdu beaucoup de poids, les vêtements deviennent trop grands, les vêtements tombent et la personne va marcher sur le pantalon, la robe, la jupe. Donc ça, c'est source de chute. Et puis des chaussures qui seraient inadaptées, qui sont qui tiennent mal aux pieds, qui sont glissantes, qui tiennent, comment dirais-je, qui tiennent mal aux pieds. Et alors ça existe quand même en EHPAD, puisque vous verrez dans certains lieux de vie, on a des animaux de compagnie. Les animaux de compagnie, on va plus certainement les retrouver à la maison. Même un chat, et je parle en toute connaissance de cause, même un chat qui vous passe entre les jambes peut être source de chute. Alors, on passe ensuite aux facteurs secondaires. On avait vu les atteintes neurologiques et les atteintes de l'appareil locomoteur. Il y a d'autres maladies, d'autres insuffisances qui vont venir perturber la marche de la personne. Alors évidemment, c'est tout ce qui concerne les maladies cardiovasculaires. On en a parlé tout à l'heure, on a parlé d'hypotension orthostatique. Évidemment, c'est tout ce qui va être trouble du rythme cardiaque, avec un cœur qui s'accélère, ralentit, un rythme irrégulier. Et puis des troubles de la conduction électrique, que ce soit au niveau des nerfs périphériques ou que ce soit au niveau du contrôle cardiaque. Alors, on a aussi, on l'a dit tout à l'heure, les maladies neurologiques. On avait évoqué l'AVC, on avait évoqué les démences.
Ça peut être aussi des crises d'épilepsie. Dans la démence, on en reparlera, on peut avoir des crises d'épilepsie, puisqu'on a une atteinte du système nerveux central, donc on peut avoir ce genre de problématique. Les crises d'épilepsie, on a l'image de la crise d'épilepsie comme la personne qui tombe à terre, qui se mord la langue et qui bave et qui se secoue dans tous les sens. Ça, en effet, c'est une grosse crise d'épilepsie. On a aussi des crises d'épilepsie qui parfois passent très inaperçues. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a, hop, ça déconnecte, il y a comme une absence, un trou noir, et la personne va tomber. Alors qu'elle n'aura pas ces signes habituels, ceux qu'on connaît de façon commune. Les vertiges qui peuvent être d'origine le plus souvent cardiovasculaire. Après, on a des maladies métaboliques, notamment dans les cas de déshydratation. Souvenez-vous que dans le module 1, on avait parlé de la déshydratation et on sait que ça, quand la personne est déshydratée, elle peut avoir des troubles du comportement, voire jusqu'à une perte de la conscience. Et puis évidemment, tout ce qui va être autour de la maladie diabétique, c'est-à-dire les risques d'hypoglycémie. Si on a une hypoglycémie, tout ça, ça peut donner des vertiges et ça peut entraîner des chutes. Il ne faut pas oublier aussi que certains médicaments peuvent provoquer des effets secondaires qui vont être propices à des étourdissements. Je pense notamment aux sédatifs, aux somnifères, aux anxiolytiques. Tout ça, ce type de médicaments peuvent entraîner des vertiges, des malaises et donc des chutes. Et puis la dépression. Les personnes qui souffrent de dépression, pour attirer l'attention, pour qu'on s'occupe un petit peu plus d'elles. Donc ça peut être aussi des personnes qui en EHPAD s'ennuient, se sentent très isolées, sont dans un épisode dépressif et vont volontairement chuter. En psychiatrie aussi parfois, on a ce genre de comportement où la personne comme ça, sans raison, d'un coup elle tombe. Et c'est une démarche volontaire. C'est pour ça qu'il faut, attention, ne portez pas, s'il vous plaît, ne portez pas de jugement sur ce type d'attitude en disant « Oh, de toute façon, elle l'a fait exprès ». Non. Allez plus loin que ce raisonnement simpliste. Oui, c'est une démarche volontaire. Oui, elle s'est laissée tomber. Allons chercher derrière ce que cela veut dire. Toujours essayer de comprendre, mais pourquoi a-t-elle ce type d'attitude ? Qu'est-ce qu'elle essaye de nous envoyer comme signal, comme message ? Voilà. Jamais de jugement de valeur. Il y a toujours une raison. Pourquoi fait-elle ça ? Alors maintenant, nous allons passer aux complications. La personne âgée, et notamment la femme, qui, une fois ménopausée, va, plus que l'homme, être atteinte d'ostéoporose. Et il y a un os en particulier, maintenant que vous connaissez sur le bout des doigts le squelette du corps humain, il y a un os qui est particulièrement fragile, c'est le fémur au niveau du col du fémur. Le fémur, dans sa diaphyse, il reste relativement résistant. Mais voilà, on a ce petit col pour arriver après au trochanter. Donc ce petit col, il est particulièrement fragile une fois que la trame osseuse s'est fragilisée avec la vieillesse. Et on peut avoir une telle fragilisation que parfois l'os, le col du fémur se rompt spontanément et entraîne une chute. A l'inverse, on peut aussi, le plus souvent, la personne a des troubles de la marche, la personne tombe. Et en effet, c'est ce col-là qui est plus fragile qui va se rompre. La personne tombe, donc col du fémur, elle peut aussi tomber sur le flanc et se fracturer ou se fêler les côtes. Si elle se fracture des côtes, maintenant que vous connaissez bien tout le système de la respiration, vous imaginez combien c'est difficile de pouvoir respirer quand on a des côtes fragilisées, fêlées, fracturées. La personne chute, elle peut tomber sur la tête, avec ou sans perte de connaissance. Et puis évidemment, quand la personne tombe, les personnes âgées ont la peau fragile, ont des vaisseaux sanguins fragiles. Donc c'est une peau, quand la personne va tomber, c'est une peau qui va se fendre, c'est une peau qui va s'ouvrir. Après, ça va entraîner des plaies saignantes. Et surtout, même si la peau n'est pas lésée, ça va entraîner des hématomes. Et les hématomes, parfois, sont longs à se résorber et peuvent même se compliquer
se compliquer d'infections, de kystes, enfin d'abcès. Alors, toujours dans les complications, donc ça peut être des plaies qui saignent, et puis ça peut être aussi des contusions qui vont être douloureuses, des hématomes, des contusions, et ça va avoir pour conséquence de limiter parce que ça devient douloureux, et que la personne va du coup avoir encore plus de difficultés dans ses mouvements. Alors il y a aussi une complication très important, c'est ce qu'on appelle le syndrome de post-chute. Celui-là, il est majeur, fréquent. C'est-à-dire que la personne qui est tombée une fois, 2 fois, qui parfois même est restée 24, 48 heures au sol, va avoir une peur immense de tomber à nouveau. Et la personne âgée qui a peur de tomber, c'est une personne âgée qui ne bouge plus. C'est une personne âgée qui ne veut plus se mobiliser. Et on va le voir tout à l'heure dans la prévention. Moins la personne bouge, plus elle s'ankylose, plus ses muscles vont fondre et plus elle devient sujet à risque de faire des chutes. Voilà, ça devient un véritable cercle vicieux. Nous allons aborder maintenant la prévention. Alors, au regard de tout ce qu'on a dit par rapport à des antécédents médicaux, cardiovasculaires, neurologiques, des maladies inflammatoires, des problèmes d'hypotension, il va falloir évaluer le risque de chute chez la personne. C'est tout ça. Et vous allez contribuer, vous, avec l'infirmière, à repérer tout ça. La marche à petits pas, tout ça, il faut le signaler. Ce sont des éléments qu'il faut signaler parce que ce ne sont pas des attitudes naturelles. Enfin, c'est le reflet d'une pathologie. Alors, donc vous contribuerez à recueillir un maximum d'informations pour évaluer le degré de chute chez la personne. Évidemment, chez toute personne âgée, on ne lui saute pas dessus le matin au réveil et on ne la fait pas se lever comme on lève un enfant de 5 ans. On va faire un lever très progressif. Progressif d'une part parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait de changer de position, le cœur est âgé, les vaisseaux sont âgés, les vaisseaux sanguins sont âgés, la personne âgée va plus facilement être sujette à l'hypotension orthostatique. Et ce n'est pas parce qu'elle est traitée pour de l'hypertension que quand elle se lève trop rapidement, elle peut faire de l'hypotension. Attention, les deux sont visibles, enfin sont compatibles. Donc on lève doucement la personne pour lui laisser le temps de s'adapter sur le plan cardiovasculaire à ce changement de position. Et on la lève progressivement aussi parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a le déverrouillage, on y va doucement, ça peut être douloureux, voilà. Les articulations se sont un petit peu ankylosées, donc on y va très progressivement parce que si les articulations sont ankylosées, vous la levez trop vite, elle a des raideurs et elle va tomber évidemment. Veillez à ce que la personne ait des chaussures adaptées, qui tiennent bien aux pieds, qui ne glissent pas, qui sont à sa taille. Ensuite, vous lui mettez toujours à portée de main tout ce dont elle a besoin pour se déplacer. Et quand on installe une personne au fauteuil, quand on sait qu'elle a besoin du déambulateur ou de sa canne pour se déplacer, veillez bien à lui laisser ses objets à portée de main avant de quitter la chambre. C'est de votre responsabilité, c'est une faute professionnelle que d'installer quelqu'un au fauteuil sans lui laisser ses aides à la marche et ne pas lui laisser, évidemment, sa sonnette. Vous pensez bien à libérer le passage quand les personnes ont encore un peu d'autonomie, parce que certaines se déplacent seules dans leur chambre. Libérez bien le passage, évitez que le sol soit glissant. Toujours en matière de prévention, tout ça, tous ces éléments que l'on recueille, on en parle en équipe, on évoque les difficultés de la personne et votre rôle, c'est de faire remonter tout ça à l'infirmière ou au médecin qui, lui, envisagera des aménagements particuliers, de la prescription de kiné et le kiné, il a un gros travail de prévention.
dans le renforcement musculaire notamment. Vous devez veiller à ce que la personne ait des vêtements adaptés, des vêtements souples, des vêtements où elle peut faire librement tous ses mouvements. Un pantalon trop serré, une ceinture trop serrée, un corsage qui n'est pas souple, tout ça, ça va être une entrave à la marche et ça va empêcher la personne de se déplacer correctement. Ça veut dire qu'il faut mobiliser, solliciter les familles quand les vêtements sont trop petits ou à l'inverse quand les vêtements sont trop grands. Il faut veiller à ce que la personne ait toujours des vêtements adaptés. Toujours dans la prévention, on a vu que lorsque la personne a une atteinte au niveau des sens, ça peut majorer les problèmes de marche et les risques de chute. Pensez bien à mettre les prothèses auditives, les lunettes, ou mettre tout à portée de main. Et puis, donc je disais que le kiné va faire, ça c'est la meilleure des préventions. Il y a des gens même à domicile qui ont de la kiné mobilisatrice pour prévenir les chutes, justement, pour que les personnes âgées ne se retrouvent pas à faire des chutes à répétition à domicile et se retrouvent après en institut. C'est des principes tout simples. Et ça, vraiment, dites à vos grands-parents, dites à vos parents, on ne reste pas toute la journée sur son canapé. On marche, on se déplace, on fait des mouvements. Bien sûr, on ne prend pas l'escabeau pour aller nettoyer les carreaux tout en haut. Non, il y a des choses, on ne les fait plus. Mais il faut marcher. On va à pied, on va chercher le pain à la boulangerie, on fait un petit peu de jardinage, on fait un petit peu de ménage, on fait des petits actes de la vie quotidienne. Ça, c'est important. Et aussi de la gymnastique douce, puisqu'à leur âge, on ne va pas leur demander de faire des choses extraordinaires. Il faut absolument que la personne âgée mobilise ses articulations et fasse fonctionner ses muscles tous les jours. Alors, si malgré toutes les mesures que l'on a mises en place, on sait bien que le risque zéro n'existe pas. Si malgré tout la personne chute, il y a une conduite à tenir face à une chute. Alors, il va falloir lui prendre les paramètres vitaux. Pourquoi ? On va essayer de rechercher si la cause est d'origine cardiovasculaire. Est-ce que c'est une chute de la tension ? Est-ce que c'est des problèmes de rythme cardiaque ? Donc ça, c'est important. Ensuite, si possible, le problème c'est que quand on a une personne âgée démente, c'est parfois compliqué. Bon, si la personne n'a pas de troubles cognitifs, on interroge la personne sur les circonstances. Qu'est-ce qu'elle a fait pour chuter ? Ou bien, si c'est à domicile, s'il y a des proches, on va interroger les proches pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ensuite, toujours dans la conduite à tenir, on prévient l'infirmière ou le médecin. Ça dépend où vous vous trouvez. Si vous êtes en EHPAD, si vous êtes en gériatrie, évidemment, immédiatement, vous prévenez l'infirmière. Si c'est du soin à domicile, vous pouvez aussi prévenir le médecin traitant. En institution ou à l'hôpital, le médecin doit venir faire un constat de chute. Et tout ça est consigné dans le dossier. Et puis, il y a tout un accompagnement psychologique quand la personne âgée a chuté. C'est la remise en confiance. Puisqu'il est important que la personne ne tombe pas dans le syndrome post-chute. Et n'ose plus rien faire parce qu'elle a peur de tomber. Ça veut dire que peut-être que pendant un certain temps, il faut du coup accompagner la personne, être un petit peu plus présente dans ses déplacements pour la rassurer, pour qu'elle reprenne confiance en elle. Toujours dans la conduite à tenir, on va vérifier, on analyse la situation. Et si on se rend compte que c'est une cause environnementale, on va essayer de traiter la cause. Au domicile, il faut rouler les tapis. Il y a des rallonges en travers, on enlève les rallonges, on essaye de les cacher, on essaye de les faire passer derrière les meubles. On ne laisse pas des choses qui sont dans le passage. L'éclairage insuffisant aussi. Des fois, il faut solliciter les familles pour que les pièces soient mieux éclairées. On vérifie le chaussage et on donne des conseils éventuellement au regard de ça.
Et puis, au besoin, le médecin demandera aussi un bilan de la vision, un bilan neurologique, un bilan cardiaque, pour essayer de comprendre les causes de la ou des chutes. Voilà, donc en conclusion, le plus important, vous devez participer au repérage des risques. Signaler à l'infirmière, c'est quelque chose dont on discute en équipe, mais de façon générale, sachez que les personnes âgées dont vous allez vous occuper sont très à risque de chute et que vous devez intégrer ces principes et ne pas attendre que la personne chute pour pouvoir mettre en place tout ça. Tous les principes qui ont été développés durant ce cours sont à mettre en pratique le plus tôt possible. Et encourager les personnes âgées de votre entourage à se mobiliser, à faire fonctionner leur appareil locomoteur le plus longtemps possible. Voilà. Une bonne musculature, une bonne souplesse des articulations est la meilleure prévention des chutes. À bientôt!